Bonjour, cette vidéo est consacrée à Paulo Freire et l'éthique de la critique, qui est un courant, l'éthique de la critique, un courant de l'éthique professionnelle et qui s'intéresse en particulier aux questions de résistance à l'injustice au travail, à la fois en ce qui concerne le rapport aux usagers, donc à la question de la maltraitance institutionnelle ou des inégalités sociales, mais aussi à la question des violences au travail subies par les salariés. Pour commencer cette vidéo, nous allons revenir sur quelques notions et définitions conceptuelles pour pouvoir poser les bases d'une formation en éthique professionnelle. D'abord, qu'est-ce que l'éthique? Donc l'éthique se distingue généralement de la morale, et dans le sens où la morale aurait rapport à des règles générales à visée universelle, tandis que l'éthique serait plus particulière à des situations bien précises. Alors il faut faire attention que cette distinction n'est pas toujours admise par tous les auteurs, mais dans un souci de clarification, on va donc ici partir de l'idée que la morale, ce sont des règles à visée universelle, tandis que l'éthique a un caractère beaucoup plus situationnel. Alors, une autre question qui va se poser, c'est la différence avec la déontologie professionnelle. Alors, la déontologie professionnelle, on peut dire que c'est une notion qui renvoie à un cadre réglementaire et juridique propre à une profession. C'est ce qui va la distinguer du droit, qui va concerner tous les citoyens, alors que la déontologie professionnelle va être propre à un groupe professionnel. Néanmoins, les règles de la déontologie professionnelle ne sont pas aptes à répondre à toutes les questions et toutes les situations, d'où le fait qu'on va avoir recours à l'éthique professionnelle. Généralement, dans les formations en éthique générale et en éthique professionnelle, on distingue trois grands courants éthiques que je vais présenter rapidement. Il y a tout d'abord l'utilitarisme. Alors l'utilitarisme repose sur un calcul rationnel des peines et des plaisirs en vue de déterminer l'utile. Donc on part de l'idée que l'individu cherche à maximiser son plaisir. Alors l'utilitarisme ne se situe pas, moral ne se situe pas, contrairement à l'utilitarisme économique, au niveau de l'individu, mais il a tendance à prendre en compte le bien-être de la société dans son ensemble. Donc une limite souvent qu'on va opposer à l'utilitarisme, c'est sa tendance à pouvoir sacrifier des groupes minoritaires au profit du bien-être social. Alors il y a un autre courant qui est très important en éthique générale, c'est le courant déontologiste. Alors le déontologisme, qui est inspiré plutôt de Kant, renvoie justement à cette idée de morale avec des règles universelles. Donc dans sa forme la plus stricte, le déontologisme admet qu'il y a des principes qui doivent être respectés de manière inconditionnelle, comme par exemple le respect de la dignité de la personne humaine. Alors il y a un troisième courant qui se distingue des deux précédents, qui est l'éthique du care, qui est plutôt un courant qui s'est développé dans le milieu des études féministes. Et l'étude du care, l'éthique du care, on va la rattacher à deux courants en général, aux éthiques du sentiment, mais aussi à ce qu'on appelle l'éthique des vertus. Donc le care, c'est la capacité à se soucier d'autrui, à faire preuve de sollicitude
On peut aussi rapprocher l'éthique du care de notions telles que l'empathie. Généralement, on a eu tendance à voir ces caractéristiques morales comme étant propres aux femmes, mais les courants féministes ont plutôt essayé de montrer qu'il s'agissait d'une construction sociale qui a amené à faire de ces caractéristiques des caractéristiques qui seraient propres aux femmes. Donc on a trois grands courants, hein, généralement en éthique, qui sont donc le courant utilitariste, l'éthique du care et le déontologisme. Alors, comme je l'ai dit, il y a trois grands courants en éthique générale et en éthique professionnelle, qui sont donc le déontologisme, l'utilitarisme et l'éthique du care. Et bien souvent, l'éthique de la critique est totalement méconnue. Alors, qu'est-ce que l'éthique de la critique? Il s'agit d'un courant qui s'est développé plutôt dans l'éthique professionnelle enseignante ou en éducation. Alors, la notion de critique dans l'éthique de la critique renvoie au fait que les auteurs qui ont travaillé sur ce courant-là, qui sont entre autres Robert Starat, Steven Shapiro ou en langue française Lise Langlois, qui est une auteure canadienne. Donc la notion de critique renvoie ici au courant des philosophes de l'école de Francfort. Donc ici, c'est l'idée que l'éthique professionnelle aurait vocation à s'inscrire dans une vision du monde qui porte, une vision de la société qui porte une critique sociale. D'où le fait que une des références de ce courant de l'éthique professionnelle, c'est Paulo Freire, puisque l'éthique de la critique va mettre en avant l'existence de rapports sociaux d'oppression qui structurent la société et considérer que le jugement en éthique professionnelle ne peut pas faire l'impasse sur l'existence de ces rapports sociaux de pouvoir au sein de la société. Néanmoins, l'éthique de la critique va partir du principe d'égale dignité des personnes. Or, ce principe d'égale dignité des personnes, comme cela a été rappelé précédemment, c'est un principe qui est plutôt issu du déontologisme. Alors, pourquoi se référer à ce principe d'égale dignité des personnes, qui est donc un principe qui aurait une vocation universelle? Il y a à cela plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il permet de doter l'éthique de la critique d'un cadre normatif qui empêche de considérer que l'éthique de la critique aurait un caractère beaucoup trop partisan. En effet, l'égale dignité des personnes, c'est une notion qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a pris une expansion très grande au niveau du droit international et des droits humains. Par exemple, la Déclaration universelle des droits humains, dans son article 1er, rappelle que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est un principe qui s'est développé aussi dans la sphère de la bioéthique, puisqu'il a été par exemple reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle en 1994 en France. Et c'est aussi un principe qui s'est développé dans le champ du droit du travail, puisque par exemple la définition juridique du harcèlement moral au travail va inclure l'idée d'une atteinte à la dignité des travailleurs. C'est aussi un principe qu'on retrouve dans la Charte européenne des droits humains. Donc c'est un principe qui est très important et qui a pris une extension très importante au sein du droit contemporain. Donc c'est le premier point qui fait que l'éthique de la critique va se référer à ce principe d'égale dignité des personnes. Mais il y a une seconde raison aussi à cela, c'est que ce principe d'égale
dignité des personnes va permettre à l'éthique de la critique d'échapper, de poser une critique justement de la société, puisque Paulo Freire, dans son ouvrage principal qui est Pédagogie des opprimés, considère que la pédagogie des opprimés est justement une pédagogie qui vise à lutter contre la déshumanisation de l'être humain. Et la déshumanisation de l'être humain, c'est justement ce que certains philosophes marxistes ont appelé la réification, c'est-à-dire le fait de transformer les êtres humains en des choses. Donc on va voir ce principe d'égale dignité des personnes. En fait, il a deux développements d'une certaine manière. Un développement qu'on pourrait appeler moral, ou plutôt dans la philosophie morale avec Kant, mais il a aussi une portée critique, puisqu'il va servir à critiquer le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme, comme étant des systèmes dans lesquels les êtres humains sont transformés en objets. Et on peut remarquer que, par exemple, dans le droit éthique de la bioéthique contemporain, en France, par exemple, eh bien, l'égale dignité des personnes, comme le soulignait le philosophe marxiste Lucien Sèvres, a été introduit pour lutter contre les tentatives de marchandisation de l'être humain. Donc, parce que l'être humain a une dignité, il n'a pas, contrairement aux objets, un prix. Ça, c'est la formule de Kant, hein. L'être humain a une dignité, les objets ont un prix. Donc, de ce fait-là, la notion d'égale dignité des personnes peut être aussi vue comme un rempart face au phénomène de marchandisation, de réification de l'être humain que comporte le capitalisme. Alors si la pédagogie, si l'éthique de la critique se contentait de mettre en avant l'égale dignité des personnes, après tout, ce serait simplement une variante du déontologisme. Néanmoins, il y a un point qui va caractériser de manière spécifique l'éthique de la critique, c'est son engagement du côté des opprimés. C'est-à-dire que l'éthique de la critique va adopter un point de vue d'en bas, c'est-à-dire qu'elle va considérer en quelque sorte que adopter l'éthique de la critique, c'est un choix éthique en soi, un choix existentiel, hein, qui est d'être du côté des opprimés et de considérer que le professionnel va avoir pour va devoir prendre en compte l'idée qu'il faut lutter contre les injustices sociales, les discriminations. Alors, cette idée qu'il faut lutter contre les injustices sociales et les discriminations, cela découle du principe d'égale dignité des personnes, puisque lorsque l'égale dignité des personnes n'est pas reconnue, eh bien, il y a des discriminations entre certains groupes ou certaines personnes. Lorsque ces discriminations sont constituées dans la société, eh bien, il y a un choix éthique qui doit s'opérer, et le choix de ceux qui sont du côté de l'éthique de la critique, qui se revendiquent de l'éthique de la critique, c'est justement le choix d'être du côté des opprimés. Donc c'est un choix qui trouve un fondement dans le principe de l'égale dignité des personnes, mais c'est aussi un choix existentiel, le choix de considérer que l'action professionnelle doit être orientée aussi vers ce principe éthique de justice sociale. Alors, le positionnement de l'éthique de la critique relativement à l'égale dignité des personnes d'une part, et d'autre part, comme on l'a vu,
le fait qu'il en découle pour l'éthique de la critique, il faut être du côté des opprimés, amène un positionnement de l'éthique de la critique relativement au néolibéralisme. Pourquoi? Le néolibéralisme et le capitalisme de manière générale s'appuient sur une éthique du marché. L'éthique du marché, c'est l'utilitarisme économique. Donc l'utilitarisme, comme on l'a vu, c'est aussi un courant de la philosophie morale, de l'éthique. Bien sûr, il ne faut pas confondre utilitarisme économique et utilitarisme moral, mais pour autant, on va retrouver dans l'utilitarisme une tendance commune, à la fois à l'utilitarisme économique et à l'utilitarisme moral, à pouvoir sacrifier certains êtres humains au profit d'un intérêt individuel ou d'un intérêt collectif. En quelque sorte, dit d'une autre manière, l'utilitarisme autorise la réification de l'être humain et la possible remise en cause de la dignité de certains êtres humains et donc la possibilité de leur exploitation, de leur réduction à des objets sexuels, de leur réduction à des personnes que l'on peut maltraiter pour des raisons économiques ou autres. Donc comme on l'a vu précédemment, l'éthique de la critique porte une critique assez forte au néolibéralisme, dans la mesure où elle va considérer que le néolibéralisme, avec son éthique utilitariste, conduit à pouvoir amener au sacrifice de certains individus, à l'atteinte de la dignité de certaines personnes et donc à des discriminations ou à d'autres types d'atteintes à l'être humain. Alors, le néolibéralisme se distingue plus particulièrement des autres formes de capitalisme par le fait qu'il est orienté par un principe d'efficience. Donc, un principe d'efficience, c'est-à-dire qu'il s'agit non pas seulement d'être efficace, mais il s'agit d'essayer de faire plus avec moins. Donc, toute l'organisation du travail dans le néolibéralisme se caractérise par cette recherche d'efficience, d'où l'utilisation d'une quantification qui vise à justement calculer le gain de temps ou le gain d'argent dans les organisations du travail. Alors, bien sûr, cette telle recherche d'efficience, pour des raisons d'optimisation économique, peut amener à l'atteinte soit de la maltraitance institutionnelle vis-à-vis des usagers du service public, mais aussi à des formes de violence institutionnelle vis-à-vis des travailleurs et des salariés des entreprises ou des institutions publiques. Alors ces nouvelles formes d'organisation du travail, ces formes d'organisation du travail néolibérales, conduisent à des risques psychosociaux, à de la souffrance au travail, qui est provoquée entre autres par des conflits de valeurs entre différentes éthiques, telles que par exemple l'éthique du care et l'utilitarisme, puisque dans les professions de relation de soins à la personne, eh bien, on va mettre en avant, au contraire, l'idée non pas d'optimisation économique, mais l'idée de soins à autrui. De ce fait, un des aspects du néolibéralisme et de la critique des organisations néolibérales du travail est une critique
qui renvoie à des dimensions éthiques, puisqu'on voit qu'il peut y avoir un conflit entre des logiques éthiques différentes qui viennent s'opposer, et en particulier le fait que l'utilitarisme a tendance à prendre le pas sur d'autres logiques éthiques qui étaient propres à certaines professions, comme on l'a vu, l'éthique du care, par exemple, qui est une éthique assez importante dans les métiers de la relation de soins aux personnes. Alors, à partir du moment où on analyse les risques psychosociaux en partie comme ayant une dimension éthique, on peut aussi s'interroger sur les types de résistance éthique que mettent en place les salariés pour pouvoir résister à cette néolibéralisation et à cette domination de l'utilitarisme et de la recherche de l'efficience dans le monde professionnel. Alors, ici, on voit 4 stratégies possibles, 4 approches possibles de comportement éthique, mais qui ne sont pas exhaustifs. C'est 4 exemples que je vais un peu détailler. Le premier, c'est la dissidence éthique. Donc la dissidence éthique, c'est le fait, pour un salarié, alors qu'il considère qu'il y a un conflit entre l'organisation du travail, ce qu'on lui demande de faire, et ses valeurs, les valeurs éthiques propres à la profession ou à ce qu'il considère être comme relevant de la justice sociale et de l'égale dignité des personnes, surtout qui est au fondement de cette problématique, eh bien, ce salarié va manifester, faire entendre sa voix pour exprimer une désapprobation. Donc, dans la dissidence éthique, il s'agit d'une pratique qui ne vise pas à désobéir à la loi ou à la hiérarchie professionnelle. Il s'agit simplement de faire entendre son point de vue en tant que salarié. Alors, dans le deuxième cas, l'alerte éthique, il s'agit d'une pratique qui a été légalisée par la loi avec le statut de lanceur d'alerte. Et le statut de lanceur d'alerte, qui est un statut récent, met en avant la possibilité pour le salarié de lancer une alerte éthique, et voire même de désobéir à des règles si celles-ci portent atteinte à l'intérêt général, c'est-à-dire si l'entreprise se comporte d'une manière qui est contraire à la loi ou délictuelle. Donc en fait, la loi vient consacrer l'idée que l'éthique professionnelle peut rentrer en contradiction avec la logique utilitariste de l'entreprise. Alors, une troisième modalité d'agir éthique professionnelle, c'est l'action syndicale. Alors, pourquoi considérer que l'action syndicale fait partie de l'éthique professionnelle? Généralement, les spécialistes en éthique professionnelle n'intègrent pas l'action syndicale, et d'ailleurs, de manière générale, ils s'intéressent assez peu à la question des rapports, des relations de travail ou des rapports sociaux au travail. Néanmoins, le rôle d'un syndicat, c'est de pouvoir
défendre les intérêts moraux des salariés. Et de ce fait, il vise en particulier à défendre l'éthique de la profession, par exemple des professions de la relation à la personne, l'éthique du care, peut être une dimension qui sera défendue par le syndicat dans la mesure où il a aussi vocation à défendre en quelque sorte l'éthique professionnelle de ses syndiqués. Alors il faut voir que l'action syndicale relève aussi de la déontologie professionnelle dans la mesure où le droit de la liberté de se syndiquer est reconnu par la Constitution et reconnu et garanti par la Constitution, comme l'est également le droit de faire grève. Alors, le quatrième exemple de résistance éthique au travail que l'on va prendre ici, c'est la désobéissance éthique. Alors, la désobéissance éthique, elle a été en particulier théorisée par Alain Refalo, qui est un enseignant désobéissant qui a refusé de ficher des élèves dans un système qui s'appelle base élève, parce qu'il considérait que c'était contraire à l'éthique de la profession enseignante. Alors, il y a quand même une différence entre la dissidence éthique et la désobéissance éthique, dans la mesure où la désobéissance éthique va se situer dans le cadre soit d'entrer en opposition avec la loi pour des raisons éthiques, soit d'entrer en contradiction avec l'autorité hiérarchique et la déontologie telle qu'elle a pu être fixée par cette autorité hiérarchique. Donc la désobéissance éthique va amener des problématiques qui sont assez semblables à la question aussi de la désobéissance civile, dans la mesure où elle pose la question aussi des possibles conséquences de cette désobéissance éthique. Donc le dernier point que l'on va aborder dans cette petite formation à l'éthique de la critique est le fait de savoir comment former à l'éthique de la critique. Alors, comme on l'a dit, l'éthique de la critique, c'est une approche éthique qui vise à choisir à faire le choix existentiel, éthico-existentiel, de se situer du côté des opprimés. Alors, le premier point, bien sûr, c'est que l'éthique de la critique va s'appuyer sur la pédagogie critique de Paulo Freire dans la mesure où elle suppose un processus de conscientisation. Ce qui veut dire la prise de conscience qu'il existe des rapports sociaux de pouvoir qui structurent la société. C'est-à-dire qu'il existe dans la société des personnes qui sont structurellement avantagées et d'autres désavantagées. Par exemple, le sexisme marque le désavantage du groupe femme par rapport au groupe social homme. C'est aussi le cas, on pourrait parler de la question des classes sociales, du racisme, voilà. Il y a un certain nombre d'autres thématiques qui supposent une prise de conscience de rapports sociaux systémiques. Alors la particularité de l'éthique de la critique, c'est que lorsque une situation professionnelle va se présenter, le professionnel va prendre en compte l'existence de ces rapports sociaux de pouvoir pour analyser la situation, donc se demander quels sont effectivement les rapports sociaux de pouvoir qui se jouent dans la situation professionnelle, c'est un premier point, et ensuite prendre le parti d'un groupe en particulier, qui est celui que nous avons nommé donc les opprimés, c'est-à-dire ceux qui sont structurellement opprimés dans la société et qui sont victimes d'une atteinte à la dignité de leur personne. Alors,
Et ça, c'est un premier point, c'est la partie, on va dire, première partie théorique. Il y a une deuxième dimension théorique, c'est qu'à partir de là, l'éthique de la critique suppose de distinguer entre le niveau structurel, celui des rapports sociaux de pouvoir, le niveau institutionnel, dans la mesure où l'institution ou l'organisation de travail reproduit ces rapports sociaux de pouvoir. Et donc, il y a des éléments de la situation qui ne tiennent pas aux personnes, mais à des situations institutionnelles. Par exemple, prenons dans le cas de l'éducation, eh bien, un élève, un enseignant qui a un élève en situation de handicap dans sa classe, peut avoir des difficultés à le prendre en charge parce que cet élève ne bénéficie pas d'AVS. De ce point de vue, ce n'est pas la faute de l'enseignant en tant qu'individu, c'est l'institution qui normalement devrait fournir une AVS ou un AVS à cet élève. Alors par contre, la posture éthique amène à quand même s'interroger sur le rôle de l'individu. C'est-à-dire qu'il s'agit de distinguer la dimension structurelle, la dimension institutionnelle et la dimension individuelle. Il n'est pas possible, d'un point de vue éthique, de complètement supprimer la responsabilité individuelle. Si par exemple un enseignant qui bénéficie d'un AVS ou d'une AVS dans sa classe décide de ne pas s'occuper d'un élève en situation de handicap pour différentes raisons, et bien de ce point de vue-là, il y a un manquement à l'éthique professionnelle et effectivement une reproduction des rapports sociaux de pouvoir validistes qui sont propres à la société, mais qu'on va retrouver aussi bien sûr dans l'école. Donc le deuxième point que je voulais signaler, c'est cette dimension qu'il y a différents niveaux à essayer de prendre en compte, qui est le niveau structurel, le niveau institutionnel, le niveau interpersonnel, que l'on va appeler le niveau des relations sociales pour le distinguer des rapports sociaux structurels. Alors, une fois qu'on a mis en avant ces deux éléments, va se poser la question de savoir comment agir face à la situation. Donc, une autre caractéristique de l'éthique de la critique, c'est qu'elle va amener à distinguer entre deux types d'action, une action à court terme, une action immédiate sur la situation, qui est bien souvent ce qui est attendu dans l'éthique professionnelle, mais aussi une action à un niveau beaucoup plus global, dans la mesure où l'éthique de la critique va considérer que cette situation précise a en réalité une signification qui la dépasse, une signification sociale, qu'il est donc nécessaire de mettre en œuvre des actions qui visent à une transformation sociale plus globale. Par exemple, s'il y a un problème de sexisme, un incident sexiste dans une école, on peut décider d'avoir une action à court terme, c'est-à-dire d'agir immédiatement sur ce problème, et on peut avoir, dans la perspective de l'éthique de la critique, aussi la perspective d'avoir une action à plus long terme en mettant en place un programme de sensibilisation aux violences sexistes à l'école, aussi bien pour le personnel que pour les élèves. Alors, une fois que l'on a détaillé ces trois moments, il y a encore un quatrième moment qui est celui de développer ce qu'on va appeler les vertus, c'est-à-dire les capacités des individus à agir de telle ou telle manière dans une situation. Et il faut comprendre que, par exemple, la dissidence éthique, le fait de faire entendre sa voix, parfois même contre un groupe, demande un certain courage moral. Donc, la pédagogie critique et l'éthique de la critique vont essayer de développer la capacité des individus à faire entendre leur voix et avoir le courage de faire entendre leur voix lorsqu'ils sont, y compris lorsqu'ils sont dans un groupe, de faire entendre une voix dissidente.
Donc, il y a donc 3 dimensions hein, qu'on a pu voir, même 4 dimensions, celle de la distinction des rapports sociaux structurels, hein, mettre en avant toujours le fait qu'il s'agit de rapports sociaux structurels, apprendre à distinguer 3 niveaux qui sont les niveaux structurels, institutionnels et individuels. Le 3e point, mettre en avant les difficultés dans une situation qu'il existe un problème à court terme et un problème à plus long terme qui doivent être pris en compte. Et le 4e point qui est comment développer une attitude ou des capacités à agir selon l'éthique de la critique, avec la question du courage moral et de la capacité à faire entendre une voix propre face à une situation d'injustice. Donc voilà pour cette présentation de l'éthique de la critique, qui est donc un courant de l'éthique professionnelle qui est assez peu développé en France, qui a donné lieu à certains travaux en Amérique du Nord, et qui a donc la particularité, hein, pour terminer, pour vraiment mettre en avant sa différence par rapport aux autres courants, de prendre en compte la dimension sociale dans la situation, dans le cas d'une situation éthique, et de faire le lien entre une situation particulière et le cadre social, les inégalités sociales qui sont en œuvre, et le fait aussi d'un choix éthico-existentiel de la part du professionnel, qui est de se mettre du côté des groupes socialement discriminés, de manière à lutter contre les discriminations et donc en définitive contre l'atteinte à l'égale dignité des personnes.